nous sommes ravis d'accueillir Jacques Pradel, bonjour. Bonjour Pascal. L'univers du crime aux éditions du Rocher, vous revenez sur Europe 1 où vous avez travaillé, puisque Fabrice Lafitte me disait oui, on a que... travaillé ensemble, Jacques. Hein. Bon, il doit être facile à travailler, Jacques. Il doit très être sympa, cool. oui. Franchement, l'un des plus cool avec qui j'ai travaillé. Il me parlait souvent dans les oreilles. Bon, mais c'est vrai que dans notre métier, il y a des gens parfois qui sont, il y a des gens qui sont faciles à travailler. Dans notre métier, il y a des gens qui ne sont pas faciles à travailler. Mais lui, c'était un bonheur toujours. Mais oui, mais vous, c'est de vous dont je parle, parce que parfois c'est la difficulté, c'est pas celui qui est en régie, c'est celui qui est derrière le micro. Ouais. Et est-ce qu'il y a plus de gens, à votre avis, dans notre métier, qui sont faciles à travailler avec leurs équipes, ou plus de gens qui sont difficiles à travailler? Ceux qui sont difficiles, on les oublie très vite. C'est vrai que moi, les amis intimes dans les médias se comptent sur les doigts d'une main. Mais bon, nous ne sommes pas non plus un univers impitoyable où les gens passent leur vie à se faire des choses trappes. Mais bon. Mais alors vous faisiez 9h, 11h. Une grande famille quand même. Non, mais c'est pas une grande famille, mais tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui à peu près, donc c'est assez agréable. Vous faisiez le 9-11 sur Europe 1 entre 2003 J'avais pris le relais d'Yves Calvi. Oui. Qui avait créé cette émission du matin. C'est la seule fois de mon parcours professionnel que j'ai pas créé une émission, mais que j'ai mis mes pieds dans les pantoufles, si j'ose dire, d'Yves Calvi. Parce que l'émission était formidable. Enfin, c'est prétentieux de le dire, mais le principe de l'émission était formidable. C'est-à-dire que d'un matin à l'autre, on changeait d'univers, on changeait de sujet, et moi j'adore les interviews de fond, et l'émission durait 2 heures, donc c'était un vrai bonheur. Voilà. Alors vous êtes aujourd'hui dans notre studio pour ce livre, l'univers du crime aux éditions du Rocher. C'est vrai que vous êtes un spécialiste des affaires criminelles, que vous savez raconter comme personne, j'ai envie de dire, ces histoires, que régulièrement vous écrivez des livres, et que il y a une liste de crimes, de faits divers qui sont dans la mémoire collective, parfois des crimes français, parfois des affaires étrangères. Et on va commencer avec Oscar Pistorius, si vous le voulez, parce que ça avait beaucoup frappé l'opinion publique. L'ex-champion d'ailleurs paralympique sud-africain, Oscar Pistorius, il est sorti de prison. Il est sorti de prison en 2024, donc il n'y a pas très longtemps. Après, près de 11 ans après le meurtre de sa compagne, il avait été condamné à quelle peine ? Parce que quand il s'agit de quelqu'un de très connu, qui se trouve propulsé au cœur d'une affaire criminelle, ce qui a été son cas, puisqu'il faut rappeler qu'il a tué de 4 balles d'un pistolet qu'il gardait le soir sous son lit parce qu'il craignait les cambriolages. Il a été condamné d'abord pour homicide involontaire à 5 ans de prison. Et parce que on se pose toujours la question, est-ce que la justice va être plus tendre, on va dire, plus compréhensive avec quelqu'un qui est très connu? Alors, en fait, le parquet a fait appel, ou l'équivalent du parquet en Afrique du Sud, a fait appel. Il y a eu un second procès, le premier daté de 2016, et le deuxième en 2018, je crois, l'a condamné à 13 ans de prison. Bon, alors, il a toujours nié, parce que c'était, je crois... il a toujours dit qu'il était derrière une porte, c'est bien cela. Il pensait, c'est sa version, qu'il y avait un cambrioleur qui était rentré par la fenêtre de la salle de bain et il a tiré à travers la porte. Bon, le problème, c'est que derrière la porte, il y avait sa compagne, qui était un jeune mannequin extrêmement connu. C'était un couple très people et très emblématique. Bon, et alors après... comme on n'a que la version du mis en cause et en face des rumeurs, les rumeurs ont laissé entendre que il était très violent, que la bagarre avait commencé dans sa chambre et que dans sa chambre à coucher, et que sa jeune fiancée s'était réfugiée dans la salle de bain et que là il avait tiré. C'était le 14 février 2013. Il est arrêté par la police criminelle. Le soir de la Saint-Valentin quand même. Ah oui, oui. Elle s'appelait Reva, cette pauvre jeune femme. Elle a été atteinte de 4 balles au crâne, à la main, à la poitrine
poitrine et au pubis. Ouais. Un pistolet de 9 mm est retrouvé sur le lieu. C'est bien l'arme qui a tué la jeune femme. Ouais. Et l'enquête a confirmé qu'il était le seul dans la maison avec elle ce soir-là, même s'il a toujours nié. Moi, ça m'avait rappelé cette histoire un peu l'affaire O.J. Simpson. Oui, bien sûr. O.J. Simpson, qui est mort d'ailleurs, je crois, il y a quelques temps. Il me semble qu'il est mort il y a vraiment très peu de temps et qui a réussi à s'en sortir alors que le soupçon était évidemment très fort. Il est mort il y a un an, le 10 avril 2024. Exactement. Enfin, il s'en est sorti pour le procès, mais pas pour le procès civil, parce qu'il a été condamné au civil, c'est la spécificité américaine. Il a été condamné à plusieurs dizaines de millions de dollars au civil. Bon, l'univers du crime, c'est aux éditions du Rocher. Il est 12h38, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes avec Jacques Pradel, que vous connaissez et qui égrène, j'ai envie de dire, quelques mystères. Par exemple, moi je ne savais pas, Émile Zola, une mort énigmatique. Madame Zola sera finalement sauvée in extremis, mais l'auteur de J'accuse n'a pas survécu à ce qui est alors considéré comme un malheureux accident domestique, une intoxication à l'oxyde de carbone due au mauvais fonctionnement d'une cheminée. Moi j'ai toujours entendu dire cela, mais vous soupçonnez que... C'est vrai, il est mort comme ça. Alors une mort énigmatique. Mais quelqu'un avait bouché la cheminée. C'est-à-dire que Monsieur Émile Zola était à la fois un écrivain très connu et très respecté à son époque, mais c'était aussi l'ennemi de plusieurs ligues antisémites qui n'avaient pas avalé le fait qu'il ait pris la défense du capitaine Dreyfus. Et donc, tous les matins, il recevait des petits cercueils par la poste, des lettres de menaces, etc. Et c'est un journaliste qui a trouvé le fin mot de l'histoire, mais en 1950. C'est-à-dire que la cheminée a été bouchée, on ne l'a pas su avant 1950. Non, mais il n'y a pas eu d'enquête. Il y a eu une enquête mal faite, voilà. Bah oui. Bon. Mais il est vraisemblable qu'à l'époque... Et comment on a su que la cheminée était bouchée en 1950 ? Ah non, en 1950, un journaliste de Libération, première manière, ce qui n'a rien à voir avec le Libération d'aujourd'hui, rencontre au cours d'un reportage un monsieur qui est pharmacien à Sarcelles et qui était dans des ligues des années 30 et notamment une certaine Ligue des Patriotes. Et au cours de son interview, cet homme-là lui dit « Ah ben... vous savez, dans la Ligue des Patriotes dont on vient de parler, il y avait un certain Henri Buron-Fosse. Ah bon, mais qui... Le journaliste dit, mais c'est qui ? Eh bien, Henri Buron-Fosse, c'était un fumiste, comme on disait à l'époque. Il travaillait sur le toit de l'immeuble dans Paris de Émile Zola. Et il m'a dit, comme il détestait Zola, il a su que Zola habitait dans ce truc et il a, comme il l'a dit, et ça a été répété, il a enfumé le cochon. C'est-à-dire qu'il a bouché la cheminée. Donc c'est un meurtre. Et puis le lendemain, il a retiré le bouchon. Donc c'était un crime parfait. Ah oui, voilà. C'est pour ça l'enquête, vous dites, elle a été mal faite, mais s'il a retiré le bouchon le lendemain, bien sûr. L'enquête a considéré, mais ça a été fait à la va-vite, l'enquête a considéré, parce que l'après-midi qui a précédé la mort de Zola, qui avait passé l'été à Médan, dans sa maison d'été. Il était arrivé à Paris et il avait fait faire du feu dans la cheminée par son valet de chambre, puisqu'il avait un valet de chambre. Et là, la chambre avait été enfumée. Et le valet de chambre avait dû ouvrir les trucs et a dit à Zola, j'ai allumé la cheminée comme vous l'aviez demandé, mais il y a eu tellement de fumée que il a fermé la cheminée et l'enquête a pensé, mais on l'a pas vérifié, que les cendres de charbon prises dans la cheminée se sont enflammées et ont continué à brûler pendant la nuit. Voilà. Je comprends. Ouais, c'est un peu compliqué, mais non, mais j'entends, c'est passionnant. Ouais. Alors, il est 12h42, on est avec Jacques Pradel, bien sûr, mais on est aussi avec le jeu. Il faut jouer. Et il paraît que vous avez un jeu à nous proposer. Exactement. Top jeu Europe 1. C'est le Top jeu Europe 1. Vous savez, chers auditeurs, vous avez seulement 15 minutes à partir de maintenant pour jouer et tenter de gagner cette semaine un méga pack exceptionnel. À l'intérieur, un iPhone 16 et un MacBook Air. Le tirage au sort, et ouais, ça donne envie, hein. Le tirage au sort, c'est lundi matin dans Europe 1 Matin chez Dimitri Pavlenko.
Zivinenko. Alors pour jouer, c'est très simple. Vous vous inscrivez maintenant au tirage au sort par SMS. Vous envoyez Europe 1 au 7 39 21. Europe 1 au 7 39 21. C'est 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Bonne chance. Le Top Jeu Europe 1. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Et avec nous, Pascal, Jacques Pradel pour son livre L'univers du crime paru aux éditions du Rocher. Et nous égrenons évidemment quelques mystères, quelques faits divers, quelques affaires criminelles. Gianni Versace, voilà quelque chose qui a marqué aussi l'opinion. Je vous lis. La mort brutale du couturier italien Gianni Versace, il y a 28 ans, a bouleversé le monde de la mode internationale. Le modéliste transalpin avait bâti en 2 décennies un véritable empire du luxe et de l'imagination. Il a été fauché en pleine gloire par les balles d'un tueur en série sur un trottoir de Miami, devant la porte de la luxueuse villa où il passait ses vacances. C'était le 15 juillet 1997. Avant Diana. Ouais. C'était avant Lady Di, c'était l'été. Exactement. Elle était à son enterrement. Exactement, je crois. Oui, absolument. Non, c'était une icône de la mode, un personnage extrêmement célèbre, richissime. Il n'avait pas qu'une maison à Miami Beach, il avait des maisons en Italie, bien sûr, en Amérique, ailleurs qu'à Miami, et il venait d'acheter, je crois, une maison, un hôtel particulier à Londres. Bon, mais en même temps, cette année-là, bien qu'au fait de la gloire, il était très fatigué parce que c'est un homme qui travaillait énormément et il avait un gros souci de santé. Il avait on va dire pour aller vite, un cancer de l'oreille interne qui était en soins. Ses médecins lui avaient demandé de se reposer au maximum et c'est pour ça qu'il était parti plus tôt que prévu à Miami Beach, dans sa villa, qui portait sur la façade la fameuse méduse qui était l'emblème de ses collections. Et en fait, c'est l'histoire d'une mauvaise rencontre de quelqu'un au mauvais endroit, à la mauvaise période, voilà, parce que quand il est arrivé à Miami, il est allé donc dans sa maison, il y avait son ami, il y avait sa sœur Donatella qui venait le voir. Et tous les matins, il allait acheter le journal au bistrot du coin, parce qu'il y avait des journaux italiens. Donc ce matin-là, il achète un journal italien, il achète Vogue, et il rentre chez lui, il est 8h30 du matin. Et au moment où il met la clé dans la porte extérieure de sa villa pour y pénétrer, il y a un type qui marche sur le trottoir, un fou, un tueur en série. Il a déjà tué 4 personnes et il est en cavale depuis 2 mois à travers les États-Unis. Et c'est un crime gratuit. C'est-à-dire qu'il le pousse à l'intérieur, et puisque la porte est en train d'être ouverte, il le pousse et il tire. Mais il ne sait pas qui il tue, d'une certaine manière. Alors, où il l'a reconnu, peut-être l'a-t-il reconnu, mais on ne sait pas. On ne le saura jamais parce que le tueur en série se réfugie après sur une maison flottante de Miami Beach et il va se suicider. La maison va être entourée de policiers et il va se suicider. Voilà. Il s'appelait Andrew Cunanan. Cunanan, ouais. Et effectivement, ce matin-là, il abat Gianni Versace. Ouais. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a des histoires d'aujourd'hui, il y a des histoires d'hier. On l'a vu avec Zola. Il y a l'assassinat de Trotsky, par exemple. Ah ben c'est passionnant. C'est la grande histoire. Oui. Là, on n'est pas dans le fait divers. C'est grande histoire. Non, là, on est dans la grande histoire parce que Trotsky savait que Staline avait décidé de le supprimer. Mais finalement, on pourrait dire, mauvais jeu de mots, mais Staline-Poutine, même combat, parce que moi, j'ai raconté l'assassinat de Staline, parce que j'avais décidé de raconter dans ce livre, finalement j'ai raconté les 2 histoires, l'assassinat de Litvinenko, avec du polonium 210, une substance radioactive que seul un État peut produire. C'est-à-dire que le polonium 210, parce que j'essaye toujours de donner vraiment les tenants et les aboutissants de chaque histoire, le polonium 210, on en produit moins de 100 grammes par an dans le monde. Et la Russie vend
produit 97% de la production totale. Et comment ça avait été administré d'ailleurs ? Dans du thé, voilà. Et c'est terrible parce qu'on se souvient des images de cet homme, parce qu'on ne meurt pas tout de suite visiblement. Non, il a mis 3 semaines à mourir, mais c'est horrible. C'est absolument horrible. C'est vraiment une image, on se souvient de lui sur son lit, il y avait des photos qui avaient été prises. Bon, donc cet assassinat, alors tout le monde connaît, Trotsky, tout le monde sait pourquoi, tout le monde sait comment. L'histoire du piolet, on apprenait ça quand on était adolescent. Ramon Mercader. Exactement, donc tout le monde connaît cette histoire abominable. Ramon Mercader racontera plus tard, fermant les yeux, je lui assénai un effroyable coup de piolet sur la tête. Il poussa un cri et s'écroula. Je n'oublierai jamais ce cri. Quelques secondes plus tard, le petit-fils de Trotsky, Esteban Volkov, 13 ans à l'époque, pénètre dans le bureau. Il voit son grand-père dans une mare de sang. Alors que l'assassin vient d'être neutralisé par ses gardes du corps, il entend Léo Trotsky leur dire « Ne le tuez pas, il doit parler ». Mais il parlait encore avec un piolet dans la tête. Il aurait prononcé selon son petit-fils ces mots, mais on n'était pas dans la pièce. Parce que quand tu prends un piolet, en plus c'est sur le front qu'il le prend. Ouais, mais bon... on va essayer tout à l'heure, après l'émission. On va éviter. Je n'ai jamais fait d'expérience sur ce sujet. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, écoutez, c'est bien, c'est toujours un bonheur que vous veniez nous voir. Vous n'êtes plus à Paris, vous vivez le plus souvent en Corse. Oui, absolument. Vous êtes heureux là-bas en Corse. Ah oui, très. Et vous écrivez alors devant les collines, devant l'océan, j'allais dire l'océan, devant la mer.